Alors bonsoir à tous, bienvenue à la BFM. Ça marche, c'est bon. Donc ce début d'hiver, on a voulu aborder le thème de la cuisine et de l'alimentation avec cette expo que vous avez vue dans le hall, avec également une série d'animations. Et ce soir, on avait envie de s'attarder un petit peu sur cette question d'agriculture locale et de donner un petit peu des clés aux consommateurs que nous sommes quand on a envie d'acheter des produits locaux. Comment on fait? Alors on sait qu'il y a des réseaux qui existent, on sait qu'il y a plusieurs formes d'agriculture qui existent, et ce soir c'est une façon de se retrouver autour de la table pour essayer simplement de lister des possibles. Il n'y a rien d'exhaustif à ce qui va se dire ce soir. Le but du jeu, c'est de faire donner la parole aux professionnels et au public. On essaiera de prolonger aussi la discussion autour d'un verre après la présentation. On vous invite donc à nous rejoindre. Vous trouverez aussi à la sortie des documents de la BFM que vous pouvez emprunter si vous avez votre carte sur vous, des DVD, des livres, et puis de la documentation aussi sur les réseaux Bienvenue à la ferme notamment. Alors je vais laisser la parole aux collègues de la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne, donc Stéphanie Alonneau qui est responsable, donc animatrice du réseau Bienvenue à la ferme, Jérôme Ebras qui travaille à la Chambre d'agriculture de la région, et Jean-Pierre Pastier qui s'occupe également à la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne du réseau Bienvenue à la ferme et autres spécificités. Ensuite, on écoutera les témoignages d'agriculteurs. Donc nous aurons Henri Lavaux qui est éleveur bio à Saint-Méard, et Julien Bertrand qui s'occupe de la cueillette paysanne. Donc c'est un maraîchage bio à Saint-Just-le-Marcel. On vient faire sa libre cueillette. On attend sur la chaise de l'invité mystère Philippe Babaudou, qui est le président de la coopérative d'agriculteurs Saveurs Fermières, que vous connaissez peut-être, qui ont donc 2 magasins à Limoges, qui va nous rejoindre, je l'espère. Voilà, donc je donne le micro à Jérôme pour une présentation de l'agriculture en Limousin et des circuits courts en particulier. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je suis Jérôme Ebras et je suis chargé de mission à la Chambre régionale d'agriculture du Limousin. Nos locaux sont situés boulevard des Arcades, à côté du cimetière de Louviat. Alors moi, dans un premier temps, par rapport à la commande qui nous a été demandée, manger local en Limousin, avant de parler d'un mode d'emploi et de donner les clés du manger local en Limousin, il nous semblait important de resituer le contexte du manger local et repartir du départ, donc de la production et donc de l'agriculture. Donc moi, je vais surtout vous présenter le contexte et ensuite je laisserai la parole à ma collègue Stéphanie qui, elle, au travers d'exemples, vous présentera, je dirais, les clés et le mode d'emploi pour essayer de manger local en Limousin. Donc tout d'abord, je vais essayer de vous présenter, vous faire une photographie de l'agriculture limousine. Alors je ne vais pas forcément vous apprendre beaucoup de choses, mais je pense que c'est important de le rappeler. L'agriculture en Limousin, elle est quasiment partout. Elle occupe 50% du territoire régional. Contrairement au national, le poids de l'agriculture dans l'emploi est très important. Il est 2 fois plus élevé que dans la moyenne nationale. L'agriculture, ça représente 4,4% du PIB régional. Et comme vous le savez peut-être, en agriculture, tous les 10 ans, en fait, les services de l'État organisent un recensement, font une photographie de la ferme France et également donc, de la ferme Limousine au travers d'un recensement général agricole. Donc le dernier, il date de 2010. Et en Limousin, il y avait 17 800 agriculteurs qui se répartissaient dans 14 600 exploitations agricoles. La spécificité donc, de l'agriculture limousine, c'est, comme vous pouvez le voir, l'élevage qui est dominant dans notre région. Donc si on regarde un peu la carte avec les différentes productions qui sont représentées, grosso modo, toute la couleur verte représente l'élevage bovin, et c'est la production principale avec notamment la fameuse limousine qui a fait le succès et qui continue à porter les couleurs de la région. Cependant, on peut noter 2 spécificités. La première qui est propre au territoire de la Haute-Vienne, qui en fait est le premier département avec la production ovine allaitante.
Donc ça, c'est une spécificité, même si la production connaît quelques difficultés. C'est une spécificité auviennoise. Et la deuxième également, c'est que au-delà de la production bovin-viande, il y a aussi des cultures fruitières qui se sont développées. Comme vous le savez, les pommes du Limousin, les noix et les fruits rouges. Et ça, c'est plus vrai sur la partie sud-ouest de la région. Alors, si vous voulez aller plus loin en termes d'information, vous retrouvez tous les chiffres. Donc, vous allez sur le site de la DRAF, donc la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt du Limousin, et depuis très peu de temps, ils ont mis en ligne un atlas agricole du Limousin où vous avez toutes les données que vous pourrez rechercher. Le deuxième point, au-delà de l'hégémonie de l'élevage en Limousin, c'est une agriculture qui a joué la carte de la qualité. Alors ça, c'est historique. C'est une volonté aussi des responsables agricoles de l'époque. Ils ont voulu démarquer les produits du Limousin. Et si on regarde les chiffres, c'est vrai que le Limousin, c'est une région leader au travers de l'importance de ses productions dites de qualité. Alors la qualité, c'est un vaste domaine, mais au niveau national et au niveau européen, elle est gérée au niveau donc, de signes, de labels, qu'on appelle des signes d'identification de la qualité de l'origine. Et ça, en fait, sur les 14 600 exploitations du Limousin, il y en a 45% de ces exploitations qui sont impliquées pour au moins une de leurs productions sur un de ces signes. Alors, cette politique qualité, c'est vrai qu'on dit que des fois trop de labels tue de labels, mais elle correspond néanmoins à quelque chose. Elle se répartit sur 3 grands domaines. Le premier domaine, c'est ce qui va concerner la qualité, l'approche mode de production. Et là, c'est les fameux cahiers des charges label rouge, où là, effectivement, le produit, de par de la génétique, de par des modes d'alimentation ou de par des aspects bien-être, a certaines vertus et caractéristiques qui en font un produit qualitativement d'une qualité supérieure à un produit standard. En Limousin, donc il y a différents labels rouges. On le retrouve sur la viande bovine, sur la production de veau, sur le porc, en volaille, en production de palmipèdes gras et en poulet. Le deuxième volet, c'est tout ce qui va avoir attrait au territoire. Quelles sont les caractéristiques du territoire qui vont conférer à la production des qualités bien spécifiques. C'est la notion donc de lien au terroir, où en fait le produit est l'expression d'un lien étroit entre la production, le savoir-faire et le terroir. Et donc là, il y a deux SICO existantes. Il y a l'appellation d'origine protégée. Alors ça, c'est la SICO européenne. Dans le prolongement, il y a l'appellation d'origine contrôlée. Ça, c'est le signe français. Ça existe pour la production de pommes. Donc en Limousin, on est la seule AOP en pommes. Pour la production de noix et pour quelques productions de fromage aussi sur des franges est de la région, notamment sur les AOP fromagères de l'Auvergne. Et ensuite, il y a l'indication géographique protégée, où là également des productions comme le veau élevé sous la mer, l'agneau, le porc et aussi la production vinicole bénéficient de cette distinction. Et ensuite, il y a tout ce qui va avoir attrait à la qualité et au mode de production dans le respect de l'environnement avec le label agriculture biologique. Alors, ce modèle agricole régional dominant, qui correspond à 45% des exploitations agricoles, c'est quand même c'est pas négligeable parce que ça permet de sortir de la région d'origine. C'est vrai que le potentiel de production sur ces filières est bien supérieur au potentiel de consommation, donc c'est un moyen de vendre des produits. La plupart du temps, ça tire aussi vers le haut l'ensemble de la production, donc en volume et en valeur. Quand il y a des crises bien spécifiques dans certaines productions, ces productions sous SICO souffrent peut-être moins que les productions standards. Et bien évidemment aussi, ça permet de concourir à enrichir une offre touristique locale. Alors c'est pareil, au niveau des chambres d'agriculture de Limousin, nous avons un portail internet sur Synagri. Donc je vous invite aussi, si vous le souhaitez, il y a un atlas de ces productions bien spécifiques qui est à disposition. Alors dans un deuxième temps, après avoir dressé cette photographie avec l'hégémonie de la production bovine et une grosse partie de l'agriculture limousine qui a fait le choix de production sous signe d'identification et de qualité de l'origine,
il me paraissait important d'essayer de définir un peu, parce qu'on entend beaucoup de choses, ce qu'était un circuit court, ce qu'était un circuit long. On entend le terme filière longue, filière courte. En fait, la différence entre un circuit long et un circuit court, ce n'est pas une notion géographique, c'est une notion d'intermédiaire. C'est une question d'intermédiaire. Donc en fait, comme vous voyez sur le schéma qui vous est présenté, entre un producteur et un consommateur, les matières premières donc, subissent une série de transformations. Donc ils sont conduites par des intermédiaires entre lesquels la valeur ajoutée du produit se répartit. Alors, le schéma le plus court, c'est celui de la remise directe au consommateur. À l'autre extrémité, c'est un des circuits classiques, un des circuits les plus longs qui correspond à la production agro-industrielle classique. Mais ces différents circuits, qu'ils soient plus ou moins longs ou plus ou moins courts, sont complémentaires. Ils ne sont pas concurrents, bien évidemment. Les circuits longs, en général, s'exercent où il y a beaucoup de production, beaucoup de producteurs. Donc ça permet quand même de stabiliser une économie agricole en général. Les circuits courts, on va plus les retrouver sur des activités dites de diversification. Et ça permet de diversifier son débouché. Un producteur peut être engagé pour une partie de sa production en circuit long et pour une partie ou pour une autre production sur du circuit court. Donc c'est une offre complémentaire qui lui est apportée. Alors il est vrai que jusqu'il y a encore quelques années, on entendait beaucoup parler de circuit court, mais il n'y avait pas forcément de définition. Et il y a un ministre à l'époque, c'est en 2009, Michel Barnier, qui en fait au ministère a souhaité, alors c'est peut-être aussi à l'amont du recensement général agricole de 2010, souhaitait apporter une définition à la notion de circuit court. Et la définition, elle est la suivante. Donc c'est un mode de commercialisation de produits agricoles qui s'exerce donc soit par de la vente directe du producteur au consommateur, donc c'est de la remise directe, ou soit par de la vente indirecte, à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire entre l'exploitant et le consommateur. Comme vous le voyez, la distance géographique, en fait, elle n'est pas intégrée dans ces définitions. Alors, c'est pas neutre parce que ça permet notamment d'inclure la vente par Internet, et puis on en parlera peut-être tout à l'heure dans le débat, qui va être en plein développement. Et aussi, ça permet d'éviter d'exclure des producteurs qui pourraient être éloignés des bassins de consommation et qui souhaiteraient se rapprocher d'une certaine clientèle. Et comme vous le voyez, dans le deuxième point aussi, la définition, elle amène à dépasser le seul cadre de la vente directe pour intégrer la commercialisation à travers de tout ce qui va être commerce de proximité, restaurant ou encore la restauration hors domicile, les cantines scolaires et les bouches des enfants à nourrir. Donc en fait, elle ouvre ainsi le champ des acteurs concernés en permettant une intégration et une reconnaissance des intermédiaires économiques et des collectivités pour les aider à organiser cette rencontre, donc offre-demande dans les territoires. Et c'est vrai que vous verrez de plus en plus aussi dans la manière de communiquer, on parle de plus en plus de filières alimentaires de proximité. Alors, un petit coup de zoom sur les attentes des producteurs et un peu les attentes des consommateurs et aussi des producteurs. Il y a eu un sondage très récemment au niveau national qui a été mené par Ipsos pour le compte du réseau Bienvenue à la ferme au niveau national, qui a conforté les choses qui sont maintenant bien présentes. Donc, le marché des produits fermiers est depuis de nombreuses années en progression. Et l'achat de ces produits fermiers se fait de manière régulière, c'est plus quelque chose d'occasionnel. Avec des familles de produits qui sont vraiment dominantes, donc tout ce qui est volaille, production de volaille, les œufs, les produits laitiers, tout ce qui va être fruits et légumes aussi. En sachant qu'aussi on est sur une approche, il y a une notion de proximité qui entre en ligne de compte, où il y a 45% des achats qui se font dans un rayon de moins de 10 minutes du domicile du consommateur. En résumé, les consommateurs, en fait, ils ont besoin de se réassurer par rapport à ce qu'ils consomment. Donc ça, c'est très fort, et c'est pour un consommateur sur deux. Ils sont à la recherche de retisser des liens sociaux et de retour aux sources. Donc c'est 80% exprimés. Et aussi, en quelque part, ils ont envie de donner du sens dans leur consommation, en pensant que consommer local, c'est aussi concourir au maintien et au soutien de l'économie locale.
Alors quand on parle de manger local, si on regarde dans le dictionnaire, c'est l'art de... Enfin, manger local, le terme du consommateur qui mange local, ça existe, ça s'appelle locavore. Et si on regarde la définition, c'est la personne qui recherche de la nourriture produite localement. Et quand on interroge ces personnes, ils ont bien des raisons bien particulières. Ils sont à la recherche de produits de meilleure qualité. Alors, c'est rechercher des produits frais, rechercher des produits de saison, des produits sains, des produits bio et des produits qui ont un meilleur goût. Tout ça pour qu'il y ait un impact positif pour leur santé et aussi un impact positif sur l'environnement en sachant qu'ils consomment local. Et aussi, bien évidemment, le lien privilégié avec l'agriculteur. Le producteur, agriculteur, lui, l'intérêt économique avant tout, c'est comme facteur déclencheur, c'est la meilleure valorisation de ses produits. Et aussi, bien évidemment, donc, capter une valeur ajoutée qui sur des schémas plus longs, est répartie aux différents intermédiaires. Et c'est aussi une recherche d'indépendance dans la production, bien évidemment, et aussi dans la commercialisation. Et aussi, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même une proximité relationnelle et culturelle entre producteurs et consommateurs qui peuvent se retrouver et qui véhiculent et partagent des idées communes par rapport à l'alimentation. Comme je vous le disais aussi, donc, le recensement général agricole de 2010 a permis de mettre en exergue la production dite en circuit court en Limousin. Et une des spécificités aussi de notre région, c'est qu'il y a eu une étude qui a été dédiée à ce mode de commercialisation sous l'impulsion du Conseil régional du Limousin et de la DRAF, de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt. Alors en 2 diapos, je vais essayer de vous dresser le schéma synthétique. Si on compare le Limousin au national, il y a 10% des exploitations agricoles qui commercialisent tout ou partie de leur production en circuit court, alors contrairement au chiffre de 15% au niveau national. Alors ça, c'est dans ces 10% au niveau limousin, c'est très variable. Il y a 4 exploitations sur 10 où la vente en circuit court, ça va représenter plus de 75% du chiffre d'affaires. Et il y en a 3 sur 10 où ça va représenter à peine 10%. Si on regarde aussi au niveau géographique, comment se répartissent les exploitations qui commercialisent tout ou partie en circuit court, on s'aperçoit que les circuits courts, les productions et les exploitations sont plus implantées sur la frange ouest de la région et également concentrées sur les principales agglomérations ou les principales villes de la région Limousin. Si on regarde plus finement au niveau du département de la Haute-Vienne, c'est la moitié sud où on va le retrouver le plus fort potentiel. En sachant que ce qui n'est pas neutre pour la Haute-Vienne, c'est que, comme vous le savez peut-être, c'est un tiers de la superficie, mais c'est 50% des consommateurs. Donc je veux dire, il y a un réel potentiel sur la Haute-Vienne. Contrairement, donc, si on regarde les chiffres de nos deux autres départements, donc la Creuse est un peu à la traîne avec 7% et la Corrèze est à 11% comme la Haute-Vienne. Le mode de vente privilégié qui ressort de manière unanime, c'est la vente à la ferme, mais ça on en parlera après. Donc vous retrouverez également des focus sur des territoires, sur des produits, donc sur l'étude qui est disponible, donc à la fois sur le réseau rural limousin et sur le site de la DRAF. Et si on regarde plus finement l'offre en circuit court en Limousin, on s'aperçoit qu'entre la Haute-Vienne, le principal camembert qui vous est présenté, et le Limousin, il y a très peu de différence hormis les fruits et légumes. C'est essentiellement des produits animaux qui dominent. Alors, bien évidemment, il y a des producteurs qui ont fait le choix du circuit court en viande bovine. Ça, c'est en développement, mais ces producteurs qui se sont lancés dans ce mode de commercialisation, c'est assez récent. Contrairement à l'aviculture, où là, en fait, historiquement, la vente en circuit court en volaille fermière, elle se fait depuis longtemps. Si on regarde sur les produits laitiers, c'est essentiellement du fromage de chèvre qui est vendu en circuit court. En filière végétale, au niveau régional,
il y a plus de fruits que de légumes qui sont vendus. Alors là, dans les fruits, sur les fruits à pépins. Donc la vente en circuit court pour les fruits à pépins, ça s'est développé dans les années 90. Après, il y a aussi tout ce qui va être petits fruits, fruits rouges. Là, ce sont des productions qui sont spécifiques à ce type de commercialisation. Et en légumes, une des particularités pour les maraîchers de la région, c'est que en fait, ce sont des produits qui sont essentiellement commercialisés sur les marchés réguliers essentiellement. Et enfin, si on prend l'exemple du miel, c'est aussi un produit et des productions qui se retrouvent de manière spécifique sur ce mode de commercialisation. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à Stéphanie qui va vous donner des clés, un mode d'emploi pour consommer et manger local en Limousin. Bonsoir, donc je me présente, Stéphanie Alonneau, je travaille à la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne. J'anime le réseau de producteurs à Bienvenue à la ferme. Donc, ce sont des producteurs qui font de la vente directe ou de l'accueil à la ferme. Et le réseau Marché de producteurs de pays, qui est un réseau de marchés labellisés organisé par des associations locales ou des collectivités. Donc je vais revenir un petit peu sur ce que Jérôme vous a expliqué tout à l'heure. Circuit court, effectivement, c'est un terme qu'on entend énormément, surtout en ce moment. Donc derrière ce terme de circuit court, il y a effectivement deux grands types de commercialisation, la vente directe sans intermédiaire et la vente indirecte. Donc moi je vais vous passer un peu plus en détail, du coup, c'est les différents modes de commercialisation dans ces deux types de circuits. Donc la réponse, en fait, ça va dépendre effectivement de ce qu'attend le consommateur. Donc si à la question que l'on se pose, est-ce que je cherche des produits fermiers de qualité, avoir un contact direct avec un producteur et du coup aussi la garantie de la provenance des produits et que les modes de production correspondent aux attentes que j'ai, il existe effectivement plusieurs modes de commercialisation qu'on va voir ensemble. Donc la vente directe, c'est donc du producteur au consommateur. Je vais vous détailler en fait les principaux modes de commercialisation en direct et on évoquera brièvement d'autres aussi qui existent. Donc l'achat de produits fermiers effectivement se fait principalement à la ferme. Donc il existe pour s'approvisionner en produits locaux et fermiers des points de vente à la ferme et également les modes de commercialisation de libre cueillette à la ferme. Donc on aura un témoignage tout à l'heure d'un producteur qui pratique ce type de commercialisation. Donc comment on trouve ces exploitations et comment on peut se rendre sur ces fermes? Il existe des marques et des réseaux auxquels les producteurs qui pratiquent la vente directe adhèrent. Donc les marques, c'est Bienvenue à la ferme, Accueil Paysan et les producteurs qui sont certifiés en agriculture biologique. Donc au niveau, ce sont des marques nationales qu'on retrouve au niveau régional et au niveau départemental. Donc tous ces réseaux ont des supports de communication, site internet, catalogue. Donc là, on vous en a remis ce soir. Donc là, c'est une façon déjà de trouver des adresses de producteurs qui pratiquent la vente directe, soit sur leur exploitation, soit dans d'autres circuits de distribution en vente directe. Il y a également la vente en panier, dont on entend également beaucoup parler. Donc là, ça se fait sous forme d'AMAP, des associations qui sont constituées sous forme d'AMAP, qui est une marque nationale, ou sous forme de groupement de consommateurs. Donc là, il y a énormément d'initiatives qui se multiplient sur l'ensemble du territoire, des consommateurs qui se regroupent, qui se rapprochent d'un ou plusieurs producteurs, et donc qui ont vraiment comme priorité d'avoir un contact direct avec le producteur, de contractualiser aussi la commercialisation sur toute l'année, donc d'assurer un revenu aux producteurs sur toute l'année. Et ces initiatives-là sont plus compliquées à recenser dans le sens où certaines sont connues et référencées donc sous la marque AMAP par exemple ou d'autres initiatives, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives collectives ou individuelles qui sont plus compliquées à trouver. Donc là, je vous invite, je vous ai mis quelques adresses tout à l'heure, mais généralement, il faut se rapprocher aussi des mairies, des cafés associatifs qui existent sur des territoires, des associations qui soit ont déjà mis en place des initiatives, soit qui attendent justement qu'il y ait une dynamique qui se mette en place sur un territoire pour mettre en place quelque chose. Il y a également la vente sur les marchés. Donc quand on parle de marché, il existe plusieurs types de marchés. Il y a les marchés locaux qui sont organisés par les communes. Donc on appelle ça, nous, des marchés d'approvisionnement, le mercredi, le samedi matin, où là, vous allez retrouver
des producteurs, mais aussi des commerçants et des artisans. Donc à l'intérieur de ces marchés, comment on s'y retrouve pour savoir si on achète bien un produit local et de producteurs ou, voilà, qui correspond en tout cas à ses attentes. Il y a l'étiquetage d'une part, et puis après il y a l'échange avec la personne que vous avez en face de vous qui est très important. Donc voilà, ne pas hésiter à demander où la personne est installée, comment elle produit, si elle travaille avec d'autres producteurs, ce qui arrive aussi souvent. Souvent de fois, les producteurs font appel à d'autres producteurs pour compléter leur gamme de produits. Il y a également des commerçants qui sont présents sur ces marchés, mais qui peuvent aussi vous expliquer d'où viennent les produits quand ils se fournissent auprès de producteurs qu'ils connaissent bien et qui sont aussi attentifs au mode de production des produits qu'ils proposent à la vente. Il y a les marchés à la ferme qui sont gérés donc directement par les producteurs et qui se situent sur les exploitations. Donc ça arrive régulièrement dans l'année, soit des producteurs qui, à l'occasion de leur vente directe une fois par mois, organisent un marché, à l'occasion d'événements plus spécifiques et plus ponctuels. Et il y a également les marchés de producteurs de pays, donc la marque dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un label qui garantit sur ces marchés un contact direct entre le producteur et le consommateur. Donc, dans le cadre de la vente directe, il y a également les points de vente collectifs. Donc, des points de vente collectifs, il en existe 5 sur Limoges. On appelle ça des magasins de producteurs. Donc, dans ces magasins, les producteurs assurent la permanence de la vente des produits. Donc, le lien entre le producteur et le consommateur est assuré, ainsi que la provenance et la qualité des produits qui sont référencés dans le magasin. Dans le cadre de la remise directe, il y a également la vente en ligne qui se développe énormément sur tout le territoire français, donc on en entend beaucoup parler. Donc c'est un mode de commercialisation sur lequel certains producteurs sont déjà allés et qui répond aussi surtout à une demande de plus en plus forte des consommateurs qui souhaitent trouver des produits de qualité, mais qui correspondent aussi à des choix de consommation ou à des contraintes aussi de temps, notamment. Donc dans ce cadre-là, effectivement, il y a différentes initiatives qui se sont mises en place, donc de vente en ligne, soit des groupements de consommateurs, soit des groupements de producteurs ou des producteurs à titre individuel qui ont mis des boutiques en ligne. Dans ce cadre-là, il y a un projet d'approvisionnement en produits locaux qui est à l'étude, porté par les chambres d'agriculture et des producteurs, et donc qui verra certainement jour dans les mois à venir avec l'ouverture notamment de drive fermiers. Donc en résumé, quand on veut s'approvisionner en produits locaux, pour le consommateur, acheter en direct, ça va lui permettre d'avoir une garantie sur la provenance et la qualité des produits qu'il vient d'acheter, de contribuer aussi au maintien et au développement économique agricole local de son territoire, et donc de permettre aux agriculteurs de mieux valoriser leur production et de mieux vivre de leur métier, de connaître et d'échanger les agriculteurs locaux, et de favoriser aussi l'installation de nouveaux producteurs qui souhaitent pratiquer une activité de vente directe. Et voilà. Pour l'agriculteur, vendre en direct, c'est lui permettre une meilleure valorisation économique de ses produits fermiers, c'est ce que je viens de vous dire, et qui marche aussi du coup dans la contribution du consommateur, de vendre localement sa production, de trouver des nouveaux débouchés commerciaux à sa production, ce que vous disait aussi Jérôme tout à l'heure. Certains producteurs sont en circuit long pour une partie de leur production, en circuit court pour un autre atelier qu'ils vont développer, de participer à l'économie locale de son territoire et de maintenir un lien avec la population et d'avoir une reconnaissance de son savoir-faire et de son métier. C'est vrai que c'est très important pour un producteur aujourd'hui, tous ceux que je connais qui pratiquent la vente directe attachent énormément d'importance aux liens qu'ils ont en direct avec leurs clients et au retour qu'ils ont de leur métier et de la qualité de leurs produits. Les questions qu'on retrouve souvent quand on est sur les marchés ou quand on est face à des consommateurs, c'est pourquoi tout le monde ne fait pas de la vente directe.
Mais parce que faire de la vente directe, ça demande plusieurs compétences, notamment dans 3 métiers. Donc producteur, vous élevez ou vous cultivez, vous transformez dans le cadre de certaines activités, et vous commercialisez. Tout le monde n'est donc pas fait pour ça, et tout le monde ne souhaite pas le faire non plus. Ça va demander aussi une structure qui soit adaptée à la vente en direct. Et là aussi, tous les agriculteurs n'ont pas forcément une structure agricole qui s'y prête. Ça va dépendre de la capacité d'approvisionnement pour certains circuits. Ça va dépendre de la disponibilité aussi d'un agriculteur, parce que transformer et commercialiser prend énormément de temps. Et il faut toujours produire en amont. Il y a aussi certaines contraintes au niveau sanitaire. Ça va demander d'autres investissements sur la ferme. Et donc voilà, d'autres investissements aussi quant à l'accueil du public sur l'exploitation. Et tout ça, souvent, le consommateur n'en a pas forcément conscience. Donc ça, c'est vraiment des paramètres hyper importants. Et c'est aussi des facteurs qui expliquent pourquoi il n'y a pas plus de monde, notamment, c'est pas le seul, mais ça fait partie des facteurs pour lesquels tout le monde ne se lance pas dans la vente directe. On entend aussi pourquoi c'est plus cher alors qu'il n'y a pas ou peu d'intermédiaires. Donc plus cher que quoi? À qualité égale, on s'aperçoit que non, ce n'est pas plus cher. Après, il y a d'autres contraintes aussi et d'autres charges qui sont présentes sur une exploitation qui pratique de la vente directe, qui expliquent que certains produits de qualité aient un coût un peu plus important que d'autres produits. Mais je vous dis, à qualité égale, faites la comparaison. On a parlé, donc là, on a fait un petit zoom sur les principaux modes de commercialisation en direct. Donc je ne me suis pas forcément attardée sur la commercialisation auprès des comités d'entreprise, ça fait partie de la vente directe. La livraison aussi fait partie de la vente directe. Ce sont des modes de commercialisation qui existent, qui ne sont pas forcément les plus répandus. Donc il y a également la vente indirecte dans les réseaux de proximité, donc où on a un intermédiaire. Donc ces circuits courts-là proposent aussi des produits locaux. Après, j'ai introduit du coup cette partie en me disant ça dépend ce que le consommateur attend. Donc est-ce qu'on attend d'aller plus loin dans sa démarche de consommation de produits locaux en ayant vraiment des informations plus poussées sur les modes de production et avoir un échange avec le producteur, ou est-ce qu'on souhaite juste s'approvisionner en produits locaux, auquel cas il existe aussi d'autres réseaux de distribution. Donc ces réseaux de distribution, c'est les commerces de proximité, la GMS, les boucheries, les restaurateurs, la restauration collective en fait partie également. Donc on voit beaucoup d'initiatives. Aujourd'hui, la plupart des GMS ou des commerces de proximité ont des rayons de produits fermiers, artisanaux, produits du terroir. Comment on s'y retrouve par rapport à toutes ces appellations et toutes ces initiatives? Pardon, les GMS, c'est la grande distribution, donc voilà. C'est vrai que c'est des termes. Donc pour se repérer par rapport à ça et savoir si on a bien acheté un produit local, c'est s'informer. Enfin, il y a l'étiquetage, donc il reste le moyen le plus sûr quant à la provenance et à la traçabilité d'un produit. Et puis après, parfois, dans certaines opérations de communication ou de vente, il y a aussi ces circuits-là qui s'attachent à présenter de façon plus détaillée la provenance des produits en présentant une fiche ferme sur le lieu de vente. Voilà. Dans les initiatives aussi qui s'étendent sur le territoire par rapport aux restaurateurs, il y a aussi des restaurateurs qui ont à cœur de travailler avec des produits locaux. Et donc là, il y a eu une initiative qui s'appelle Les Inévitables, qui répertorie les restaurateurs, même s'ils ne sont pas les seuls. Enfin, dans tous les exemples que je vous ai montrés, ce sont des listes non exhaustives. Il existe aussi plein d'autres exemples. Mais là, Les Inévitables, du coup, c'est une plaquette qui recense les restaurateurs qui travaillent avec des produits locaux. Donc après, pour les exemples, pour trouver des produits locaux près de chez vous, encore une fois, il existe plein d'autres adresses, mais dans ceux qui sont référencés et qu'on connaît et sur lesquels vous pouvez vous tourner dans un premier temps. Donc trouver des producteurs qui font de la vente directe près de chez vous, je vous renvoie du coup au réseau qui existe aujourd'hui, Bienvenue à la ferme, Accueil Paysan,
producteurs certifiés en agriculture biologique. Donc tous ces réseaux et tous ces producteurs sont référencés sur des supports de communication, des sites internet. Il existe également des points de vente collectifs. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il en existait 5 sur Limoges ou sur l'agglo de Limoges. Donc il y a la petite ferme à Boisseuil, Saveur Fermière qui a 2 magasins sur Limoges et qui témoignera tout à l'heure. La ferme du coin et Aubrin de Campagne qui est le dernier magasin de producteurs qui s'est ouvert sur Couzex. Trouver une AMAP près de chez soi ou une association, il y a des liens également qui existent. Donc je vous les ai mis là. Voilà, les associations, le panier de Germaine, le cabas de Périne dans les plus anciennes initiatives d'associations de consommateurs. Pardon. Les marchés de près de chez vous, pareil, il existe des sites sur Internet qui référencent l'ensemble des foires au marché qui existent sur des communes. Le site marché de producteurs de pays Hauts-de-Vienne, avec un portail également régional, national, pour savoir tous les marchés qui existent, soit événementiels, soit durant l'été. Donc voilà, donc il y a une 60aine de rendez-vous sur tout l'été en Haute-Vienne. Donc si vous en manquez un, c'est vraiment que vous y mettez de la mauvaise volonté. Pour les autres initiatives individuelles, collectives, annuaires de producteurs, il y a énormément de choses qui se mettent en place, énormément de collectivités ou aussi de parcs naturels qui mettent en place des annuaires de référencement de producteurs qui pratiquent de la vente directe. Donc les offices de tourisme aussi, tout ça, n'oubliez pas de vous tourner vers ces structures-là qui peuvent vous donner une information. Il existe aussi d'autres moyens dans un premier temps pour faire la démarche vers les producteurs et découvrir des exploitations ou des activités. C'est les portes ouvertes. Ça se pratique énormément sur le département, sur la région. Bientôt, il va y avoir 2 événementiels qui permettent de découvrir les fermes autrement et d'avoir des moments d'échange privilégiés avec les producteurs, autre que sur les magasins ou les marchés. Voilà, si on est juste curieux et qu'on a besoin juste d'informations et de voir un peu ce qui se fait dans différentes fermes du département, il y a le printemps bienvenue à la ferme bientôt et le printemps bio. Donc là aussi, il y a des sites qui vont référencer toutes les portes ouvertes qui auront lieu de mi-avril jusqu'à fin juin. Voilà. Merci. Alors, merci pour cette présentation, cet état des lieux qui va nous servir de base donc, pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Par rapport à ce que vous disiez justement à l'instant, c'est vrai que ça nous rappelle aussi que consommer, enfin en tout cas se nourrir et acheter de la nourriture, c'est pas forcément une corvée. Ça va être aussi un plaisir quand on va aller, on imagine aller chez le producteur découvrir ses produits. C'est pas la même démarche que d'aller au supermarché remplir son caddie. On va pas non plus, il faut aussi faire le deuil de tout trouver au même endroit. Et ça aussi, c'est simplement une autre démarche, qui rend le consommateur actif. Alors, on va laisser la parole maintenant aux agriculteurs qui ont eu la gentillesse de quitter leur exploitation malgré le beau temps pour venir nous parler. On va les prendre dans l'ordre. Pas de chance, Henri, c'est vous qui commencez.